Merci Bertrand, je suis très heureux de te revoir. Je suis heureux de recroiser également Madame Boileau, qui avait été ma présidente lors de mon concours d'assistanat dont tu viens de reparler à l'instant. C'est amusant de se croiser maintenant. J'ai 10 minutes pour vous parler de distalisation molaire sur minivis palatine. Vous voyez, le titre est très long pour une présentation bien courte. J'aurais pu tout aussi bien l'appeler le pendulis, puisque c'est le nom de l'appareil que nous avons développé dans notre cabinet depuis maintenant 4 ans. C'est un travail, pardon, j'ai sauté cette ligne, je te prie de m'excuser, c'est un travail que j'ai réalisé en collaboration avec mon épouse et associée qui est présente dans la salle, le docteur Magali Napé-Mievidi. Voici des distalleurs classiques, on les appelle conventionnels ou dentoportés. Il y en a deux grandes familles. Du côté gauche, les distalleurs basés sur un ressort linéaire en compression, la famille du distaljet. Et du côté droit, le pendulum de Hilgers, un ressort cette fois-ci donc pendulaire, fabriqué en TMA. Cet appareil a été décrit en 1992 par James Hilgers. Il a connu un très très grand succès, il connaît toujours un très grand succès clinique. J'ai fait une petite recherche bibliographique et on compte assez facilement sur le moteur de recherche PubMed qu'à lui tout seul, le pendulum d'Hilgers représente un peu plus d'un tiers de la totalité des publications réalisées sur la distalisation des molaires. Ce sont des appareils simples, robustes, efficaces, qui souffrent néanmoins, c'est la ligne qui est en dessous, d'une perte d'ancrage considérable qu'on peut estimer aux alentours de 120%. Alors, comment on fait pour perdre 120%? C'est quand on recule une molaire d'1 millimètre, on a une perte d'ancrage, donc avancée des molaires de lait ou prémolaires, d'1 millimètre et 2 dixièmes. C'est assez considérable. Ce chiffre, a priori, doit être fiable, car il est issu d'une étude de 2013 de Roberto Grec et son équipe, ce sont des Brésiliens. C'est une méta-analyse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méta-analyse? C'est une analyse d'analyse, c'est-à-dire dans la nébuleuse des travaux evidence-based, basés sur des niveaux de preuve, on est déjà dans quelque chose qui est très supérieur à la moyenne. Et hormis ce chiffre assez inquiétant de 120% de perte d'ancrage, quand on compare les appareils dentoportés et les nouvelles générations d'appareils portés sur une base squelettique, donc on trouve ceci, et on trouve en revanche d'autres choses beaucoup plus intéressantes et sympathiques, pleines d'espoir pour nous. C'est qu'en ce qui concerne les distalleurs à ancrage cortical, alors ancrage cortical, il y en a 3 types: implant, le vrai implant ostéo-intégré, la vis d'ostéosynthèse et la mini-vis. Ces machines-là ne souffrent d'aucune perte d'ancrage, c'est-à-dire que le recours à l'ancrage squelettique est 100% efficace. Il n'y a absolument aucune perte d'ancrage postéro-antérieur. Et deuxième point, non seulement comme les secteurs latéraux ne sont pas sollicités pour l'ancrage, ils n'avancent pas, mais mieux encore, ils reculent tout seuls, ce qui est quand même assez sympathique. Je me suis permis d'ajouter un troisième point qui n'est pas dans leur conclusion, mais qui est en filigrane dans l'ensemble de leur article, c'est l'ensemble des avantages cliniques que présentent ces systèmes à ancrage cortical, à savoir, comme les secteurs latéraux intérieurs ne sont pas sollicités, vous pouvez très bien commencer le traitement, vous pouvez commencer un prénivellement, vous pouvez même commencer à faire un dégagement de canine, des dérotations complexes, pendant que vos molaires reculent. Ceci peut venir en réponse à certaines critiques qui sont faites parfois d'une stratégie non extractionniste de recul des molaires, en disant « oui, mais ça va être plus long ». Ce n'est pas vrai du tout. Les études, qui sont de plus en plus nombreuses dans ce domaine, montrent qu'au contraire, les traitements de ce type sont plutôt moins courts, puisqu'on a tendance désormais à réserver les indications d'extraction aux situations véritablement catastrophiques, qui, elles, pour le coup, seront des traitements très longs, malgré les extractions. Alors voici quelques exemples. J'en ai dénombré pour ma part une quinzaine en fait, d'appareils différents. Certains se ressemblent beaucoup, puisque des équipes ont publié des choses sans le savoir qui se ressemblaient beaucoup. On retrouve les deux grandes familles basées sur un ressort linéaire. C'est le numéro 2, le numéro 5, le numéro 6, de type apparenté, disons, à un distaljet. Et puis les autres, apparentés au pendulum. C'est le 1, le 3 et le 4, par exemple. Ces appareils sont plus ou moins onéreux. Ce sera le cas du 4, qui est implantoporté. Il s'agit d'un véritable implant ostéo-intégré. C'est également le cas du 1, puisqu'il a une platine chirurgicale soutenue par des vis d'ostéosynthèse. À ce sujet, donc je vous rappelle les distinctions des 3 types d'ancrage squelettique. 4, c'est un implant ostéo-intégré. 1 et 2, ce sont des vis d'ostéosynthèse. Les 3 autres, ce sont des mini-vis. Certains d'entre eux sont difficiles à poser. C'est le cas du 4, puisqu'il nécessite d'abord la mise en nourrice d'un implant. C'est le cas du 1, avec la présence de 4 vis d'ostéosynthèse. Du 2 également. Certains sont par ailleurs difficiles à enlever. Encore une fois, je suis désolé pour le 4, il n'a pas de chance celui-là. Il est également difficile à enlever puisque c'est un implant ostéo-intégré. Le 1 non plus n'est pas très simple à enlever, ainsi que le 6. Et le record vient sans doute au 3, dont les auteurs ont eux-mêmes écrit assez honnêtement dans leur article. C'est une équipe turque qu'en fait,
la tête de la vis, là, est noyée dans la résine, la pastille est rebasée directement en bouche, ce qui fait qu'il fonctionne très bien. Tous ces appareils sont en fait ceux qui sont cités dans l'étude que j'ai précédemment appelée dans ma diapo. Donc ils ont tous été testés, ils sont très fonctionnels, mais le 3, il faut aller fraiser en bouche pour dégager la tête de la vis avant de le sortir, ce qui, de l'aveu des auteurs, n'est pas toujours évident. Pour essayer de résumer tout ça, si on voulait essayer de dresser un peu un cahier des charges d'un appareil qui serait convaincant, parce que ces appareils ne connaissent pas un très grand succès clinique, ils fonctionnent, mais vous n'en aviez pas beaucoup entendu parler auparavant, contrairement au pendulum qui a cassé la baraque, disons. On voudrait que l'appareil soit doté de ressorts pendulaires plutôt que linéaires, c'est-à-dire plutôt basé sur le pendulum plutôt que sur le distal jet, parce qu'avec un pendulum, on peut faire un peu de contrôle de torque, on peut faire un peu d'expansion, on peut faire un contrôle de la dérotation des molaires, et puis c'est moins coûteux, on va le dire clairement, c'est plus confortable pour le patient puisque c'est fabriqué sur mesure. Donc on va essayer de garder ce modèle de ressort pendulaire. On voudrait aussi, ce serait l'idéal d'un point de vue ergonomique, risque et coût, qu'il n'y ait qu'une seule mini-vis comme soutien squelettique et qu'elle soit vraiment la plus simple possible, à savoir autoforante, autotaraudante. Et on va ajouter qu'on est facétieux, on aimerait qu'il soit amovo-inamovible, un terme emprunté à la prothèse, c'est-à-dire je peux, moi, l'enlever, mais mon patient, lui, ne peut pas. C'est-à-dire que c'est bien un appareil fixe, ça n'est pas un appareil amovible, mais il y a une manœuvre pour l'enlever. Et nous, ce que nous avons trouvé comme solution, c'est cet appareil-ci, qui est d'avant en arrière. D'abord, évidemment, il y a la vis, une vis unique, palatine, antérieure, oblique et paramédiane. Et elle est figurée en haut à droite, mais on va revenir dans un instant sur la vis, puisque, et je précise, puisque les conférenciers précédents l'ont précisé également, que je n'ai aucun intérêt financier dans cette histoire, mais vous verrez qu'à ma connaissance, il n'y a qu'une seule vis sur le marché qui permette de fabriquer cet appareil. Donc il y a cette vis, sur laquelle vient se clipper un capuchon métallique qui peut être soudé à un bras en acier, lui-même noyé dans une pastille de résine. Un mot sur cette pastille de résine, elle ne sert pas à l'ancrage. Elle est là pour faire le lien entre le bras d'acier et les bras en TMA, les bras actifs, puisque c'est des bras de pendulum, en 32 ou en 36. Et elle sert aussi au contrôle du repositionnement, puisque cet appareil, je vais l'activer en dehors de la bouche. Je vais donc pouvoir contrôler, nous sommes orthodontistes, nous sommes des maniaques du contrôle, je vais pouvoir contrôler l'hygiène, je vais pouvoir contrôler la santé de la vis en bouche, et puis à l'extérieur, je vais contrôler le parallélisme des bras, je vais pouvoir contrôler la quantité d'activation, je vais pouvoir contrôler en fait énormément de choses parce que j'ai pu sortir cet appareil de la bouche. En revanche, au moment de le repositionner, il faut que je sois sûr de ne pas être allé trop loin. Et le fait de voir correctement se coapter cette pastille sur le palais sur lequel elle a été fabriquée, enfin à partir d'une empreinte duquel elle a été fabriquée, eh bien, ça me donne aussi un bon contrôle de confort et d'absence de risque de lésion du palais pour mon patient. Un mot sur la vis, elle a un diamètre de 1,8 mm et elle est disponible en 6, 8 et 10. Pour le palais, nous recommandons l'utilisation du 8 ou du 10, essentiellement du 8. J'ai précisé l'utilisation du 10, c'est quand chez certains patients on a une très grosse épaisseur de muqueuse palatine et qu'on s'en rend compte lors de la mise en place. On voit quasiment sa vis engloutie à travers le palais alors même qu'on n'a pas encore commencé à visser. C'est trop tard, on l'enlève, on la jette, elle est fichue. Il faut utiliser une 10 pour ces patients-là. Le matériel implantaire, côté droit, on ne peut pas faire plus simple. C'est un tournevis angulé pour accéder à la partie antérieure du palais. On ne peut pas dire que ce soit très coûteux comme équipement. Comme nous sommes à Cergy des grands poètes, nous avons décidé que pendulum plus midi-vis, ça s'appellerait un pendulis. Et le mot a beaucoup amusé James Hilgers, puisque quand on a publié ça pour la première fois, on a décidé de lui dédicacer notre travail, puisque honnêtement, on n'aurait jamais inventé le pendulis si Hilgers n'avait pas inventé le pendulum. Il a été très heureux de ce petit geste et trouvait que le nom était amusant. On reparlera d'Hilgers à la fin de la présentation. Et j'espère le faire venir un jour. Un mot de la technique de transfert. Après avoir posé la vis, on réalise une empreinte à l'alginate. Pas besoin de silicone pour ça, l'alginate est largement suffisant. Il faut peut-être penser simplement à mettre une noisette de silicone au palais pour être sûr qu'il n'y ait pas de tirage autour de la tête de la vis. Et dans l'empreinte, on positionne un analogue de transfert qui a exactement l'anatomie de la vis et qui va servir au laboratoire, après démoulage, à figurer l'emplacement exact de la tête de la vis. Je recommande l'utilisation d'une petite goutte de cyanoacrylate au niveau de l'analogue pour le transfert vers le labo. Nous avons la chance, nous, d'avoir le labo sur place, ce qui nous a permis d'ailleurs de développer les différents prototypes de cet engin. Comme vous êtes des scientifiques et des médecins, vous voulez voir la preuve en images. Je ne présenterai qu'un seul cas clinique, car la présentation est un peu courte pour ça. C'est un cas de classe 2 asymétrique. On voit le beau décalage de la médiane, alors, à la fois celle du haut et celle du bas d'ailleurs. Et si notre patient était en caoutchouc ou en pâte à modeler, le traitement durerait 5 minutes. Malheureusement,
Pour faire tout ça, ça va être un petit peu plus difficile. Le recul des secteurs latéraux en vue de recentrage du bloc antérieur et repositionnement de la canine 23 retenue en position d'infravestibule position. Voilà en 15 semaines ce qu'on obtient. Et regardez bien, c'est un peu décevant parce que pour ceux qui utilisent de la distalisation dentoportée, on voit un très gros diastème apparaître entre 5 et 6. Oui, mais n'oubliez pas que ce diastème, il est un peu menteur, car il est autant constitué du recul de la 6 que de l'avancée de la 5. Et là, il n'y a pas de diastème entre 6 et 5, parce que 5 et 4 ont reculé avec. Le diastème, il est avant. Il est au niveau de la canine et de la latérale. De l'autre côté, vous avez la 23 qui a commencé à descendre toute seule. Elle avait la place. Semaine 28, une superposition, je vous rassure, on ne fait pas de superposition pour tous nos patients, c'est parce qu'on avait une petite idée de publication qu'on l'a faite, et pour vérifier la quantité de recul et surtout le respect de l'axe, c'est-à-dire quand on fait de la distalisation, ce n'est pas de la distoversion, encore que, on peut le souhaiter. Si c'est une dent mésio-versée, on peut souhaiter la distoversée. L'appareil le permet également, évidemment. Il suffit d'être moins exigeant sur le contrôle de son activation. Le retrait de la vis, à peu près aux alentours de la semaine 28, si je me souviens bien, ça saignote un peu, moins que lors de la chute d'une dent de lait, et le trou laissé derrière est plus petit qu'une racine de dent de lait. C'est un des arguments qu'il faut savoir présenter aux familles quand, en alternative à 2 extractions de prémolaires, on dit « oui, mais vous savez, je vais utiliser une vis ». Parce que parfois, ça fait un peu peur. J'ai remarqué qu'après quelques années, maintenant pas mal d'années d'ailleurs, d'utilisation régulière, y compris chez l'enfant des mini-vis, le discours devient tellement naturel que l'utilisation de la mini-vis chez l'enfant ne pose plus de problème. Ils ne partent plus en courant. J'en aurais pas dit la même chose dans les premières années. J'étais moins adroit, je pense, dans la façon de le présenter. Semaine 36, je crois qu'on peut dire que le recentrage est en très bonne voie. Vous avez en bas à droite le référentiel de début de traitement. Et puis, on aime bien voir la fin du film. Semaine 117, c'est-à-dire un peu plus de 4 semestres. Je crois que c'est recentré, une belle classe 1 et un sourire harmonieux. En conclusion, je dirais bien, mission accomplie, cet appareil fonctionne très bien, mais il faut être honnête, les autres aussi. Le nôtre n'est pas meilleur en termes techniques, mais je pense qu'il est beaucoup plus pratique, il est beaucoup plus ergonomique, plus facile à fabriquer. Il a pas mal d'avantages dans ce domaine. Mission accomplie cette fois-ci avec un point d'interrogation, c'est êtes-vous convaincu? Et la véritable question, c'est pas êtes-vous convaincu que ces appareils fonctionnent, évidemment, et d'ailleurs d'autres gens qui avaient plus de temps que nous aujourd'hui l'ont démontré dans des articles assez convaincants. C'est surtout, êtes-vous convaincu que vous pouvez poser des vis au palais? Parce que c'est ça qui fait que ça n'explose pas, tout simplement. Les orthodontistes sont rares qui posent eux-mêmes leurs mini-vis, quand bien même au palais, dont on sait que le risque est proche de 0. L'anesthésie est facile à obtenir, il n'y a pas de structure anatomique dangereuse. En contrepartie, c'est une des zones les moins stables, c'est-à-dire qu'il y a facilement des pertes. Mais comme la vis, on en a eu quelques-unes, je ne saurais plus dire combien, on a posé une trentaine d'appareils de ce type en 4 ans. Mais quand la vis, comme la vis est paramédiane, vous avez choisi la gauche ou la droite. Quand vous perdez la vis à droite, vous l'achetez, vous faites une anesthésie à gauche, vous en posez une nouvelle, vous avez perdu 65 €. Troisième point, un article est en préparation avec James Hilgers, puisqu'on a continué à communiquer avec lui, et on lui a dit, tu es le papa du pendulum, est-ce que tu voudrais bien être le parrain du pendulisme pour une publication en langue anglaise, puisqu'on a publié en français. Il a accepté, donc un plus gros travail avec statistiques, cette fois-ci non plus un case report est en préparation, donc je vous invite à vous tenir au courant, ça va sortir un jour, je ne sais pas quand, mais on veille à ça. Et puis malicieusement, j'ai terminé par à suivre. Nous nous sommes rendus compte qu'avec notre appareil, donc on pouvait faire un peu, du fait du ressort pendulaire, un peu d'expansion, et l'expansion, quand vous en faites, elle est généralement symétrique. Eh bien, avec une mini-vis, vous pouvez faire de l'expansion asymétrique, et je vous renvoie à tous les cas que vous avez croisés, où l'endo-alvéoli était soit d'un seul côté, soit plus marqué d'un côté que de l'autre. On a commencé, alors ça c'est un prototype, je l'ai déjà abandonné, hein, on a rajouté une boucle. Le nom nous fait rire parce qu'on ne sait pas si ce sera Pendulix, Pandélix. Apparemment ce sera Pandélix, mais peu importe, à vrai dire, c'est un hybride entre un pendulum, ou un pendulis maintenant, et un quadélix. Je vous remercie de votre attention, je vous laisse mes coordonnées électroniques si vous voulez recevoir une fiche technique, notamment pour votre laboratoire.